Zounia Malaceroute, ce département de l'ouest du pays possède de nombreux atouts, mais la dégradation de ses voies freine son développement. Nous verrons si les radios de proximité de Zouania pourront rectifier le tir. 50 radios de proximité vont participer au développement de leur localité. Elles seront aidées par un projet que nous découvrirons dans une poignée de minutes. Et puis la machine à remonter le temps nous ramènera 27 années en arrière. En 1990, nous reviendrons sur l'invasion du Koweït par l'Irak. Madame, Messieurs, bonsoir. Zouania et ses ponts de liane, sa mine d'or, sans oublier son riche patrimoine culturel, un Eldorado pour les touristes. Mais il y a une ombre au tableau, la dégradation des voies. Elle contraste avec ses attraits touristiques. Le cauchemar des populations s'avère être l'axe d'Anané-Zouania. Ennemi des véhicules aussi, cette voie ralentit le développement de ce département. F. Boué a parcouru les voies dégradées de cette partie de l'ouest du pays. Partir de Danané jusqu'à Zouania par la route requiert patience et endurance. Long seulement de 45 km, ce axe est un véritable parcours du combattant. Un casse-tête, disons plutôt un crève-roue pour automobilistes, même des plus prudents. Ici, l'on avance les pieds constamment sur le frein. Les points critiques, il y en a de toutes les tailles. On en dénombre près d'une soixantaine. Des trous béants, on aurait dit des ravins. Cette souffrance, les automobilistes l'endurent autant en saison sèche qu'en saison pluvieuse. Et cela n'est pas sans conséquence sur la plupart des activités. J'ai fait la ligne dans la maison, la route est trop dégradée. Dans la semaine, tu peux venir au garage au moins 4 fois, 5 fois. Ce matin même, j'ai commencé à rouler, mais voici encore au garage. Donc ce qui veut dire que ma journée est déjà gâtée. On dépense plus que ce qu'on gagne. On peut faire souvent là, si tu es chargé là, tu peux faire 3 heures du temps avant d'arriver à Danané. Donc ça nous fatigue. On ne sait pas comment on va faire. Nos produits, on a vraiment des problèmes. Quand on appelle le camion quand il dit Danané, tu as appelé, il dit qu'il ne peut pas partir. Au lieu de 800 000, on paye 1 million 100 000 pour que le camion va venir prendre ton bagage. À cause de la route, les gars nous tassent. Sac de graines, 3 000 ou 2 000 pour partir à Abidjan. Maintenant, quand tu vas faire combien? En plus de la voie principale d'accès à Zouania, les routes reliant le département aux différentes sous-préfectures sont également dans un état déplorable. De Zouania jusqu'à Bane, de Zouania jusqu'à Pamplou, de Zouania ici jusqu'à Abenoué, jusqu'à ailleurs, pour y aller même on n'en parle pas. Et pourtant, ce département regorge d'énormes potentialités. On y trouve la mine d'or d'Iti, l'une des plus importantes exploitations minières du pays. Pour les amateurs de lutte traditionnelle et autres attraits culturels, il faut se rendre à Zouania. Côté tourisme, Zouania est une destination prisée. On peut y développer l'écotourisme. Dans cette zone se trouvent par ailleurs les ponts de liane les plus prestigieux qui pourraient booster l'économie touristique. Mais hélas. Bon, notre point que ça nous concerne ici, c'est le point de la route. Les autorités municipales, conscientes de ce que l'état de la route constitue un véritable handicap, lancent un appel. C'est le lieu de lancer un appel, un vibrant appel aux décideurs, notamment au gouvernement, de pouvoir se pencher sur l'état de la route Danané-Zouania, 45 km. Et à cela, on peut même ajouter Zouania-Benoué, 20 km. Ne dit-on pas que la route précède le développement? Les potentialités pour faire éclore Zouania existent déjà. Il ne reste plus que cet appel soit entendu pour le bonheur des habitants. Si la route précède le développement, les radios de proximité, elles, jouent un rôle important dans le développement de plusieurs localités. Elles bénéficieront bientôt de l'appui du projet dénommé Radio Synergie États-Unis-Côte d'Ivoire. L'idée, permettre aux radios privées non commerciales de produire et diffuser des programmes sur les questions liées à la santé, à l'économie, à la sécurité et aussi à la bonne gouvernance. Le lancement du projet s'est déroulé en présence de Moussa Konaté. Les radios de proximité constituent des outils essentiels de développement dans leur localité. Elles permettent d'informer, de sensibiliser et de donner la parole aux populations. Pour aider ces radios privées non commerciales à se développer grâce à des programmes attractifs, le projet Radio Synergie États-Unis-Côte d'Ivoire voit le jour. Il s'agit d'un renforcement des compétences des radios de proximité pour la production et la diffusion d'émissions au bénéfice des populations. Ce projet-là va aider 50 radios à
à former des journalistes et des animateurs sur des thématiques qui sont très importantes, des thématiques telles que la santé, telles que l'économie inclusive, telles que la sécurité des civils. Nous souhaitons favoriser l'échange des programmes entre les radios. Imaginez-vous que les auditeurs de Radio Man puissent écouter un programme sur le poro, par exemple, qui est d'origine du Nord, et que les auditeurs de la radio de Korogo puissent écouter un programme sur le grand mas glas de Dioko ou de Guiglo. Le projet Radio Synergie États-Unis-Côte d'Ivoire va durer 1 an. 500 heures de programmes vont être produits et partagés dans un réseau de 50 radios. Il est soutenu par l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire. Ce projet vise essentiellement à créer un réseau national afin que les radios de proximité qui manquent souvent des financements, des ressources, puissent améliorer leur potentiel en travaillant ensemble, en produisant et en partageant des programmes à l'avenir. La radio demeure un média incontournable pour rassembler les communautés et renforcer la cohésion. À ce jour, la Côte d'Ivoire compte 172 radios, dont 159 privées. Nous découvrons ensemble l'œuvre de Ali Diaby, Destin ambigu, qui raconte l'histoire d'une jeune fille qui, malgré les difficultés auxquelles elle était confrontée, a réussi à réaliser son rêve, devenir médecin. Ce premier ouvrage de l'écrivain, qui raconte une histoire basée sur des faits réels, dénonce aussi les tares de la société. Alain Issoua et Amadou Walter Ouattara étaient à la dédicace de l'œuvre. Le contact direct avec son public, c'est la formule de communication choisie par Ali Diaby, auteur de Destin ambigu, nouvelle née de la littérature ivoirienne, dédicacée ce week-end à Boaké. Une œuvre dans laquelle l'auteur raconte l'histoire émouvante d'Ayala, jeune orpheline qui a réussi à réaliser son rêve, celui d'être médecin, nonobstant les difficultés qui ont entravé son enfance. Je voulais vraiment permettre à chacun de nous, quel que soit le domaine d'activité dans lequel on est, de pouvoir réaliser son rêve et de ne pas faire évidemment de l'abandon de nos parents une fatalité. L'histoire d'Ayala est semblable à celle que vivent bien de jeunes qui se laissent parfois gagner par les vices de la vie. Face à cette déviation de la jeunesse, l'auteur propose l'entrepreneuriat comme seule solution pour freiner le chômage. Les jeunes aujourd'hui n'arrivent pas en fait à se lancer véritablement dans l'entrepreneuriat parce que déjà à la base ils ne croient pas véritablement à son projet. Et c'était très important pour moi d'en parler pour lui permettre de lui donner des techniques. Une initiative appréciée par certains participants, au nombre desquels cet enseignant d'université. Il a constaté que les jeunes lisent, mais qu'il faut les encourager à lire davantage, à prendre des exemples sur ceux qui ont pu percer dans le domaine de l'emploi. Et souvent, je dis aux étudiants, quand on ne se décourage pas, on décourage l'adversité. Destin ambigu, une œuvre de plus de 150 pages. Elle se veut une invite à la jeunesse à croire à ses potentialités afin de réaliser ses rêves. Hors de chez nous en France, les vélos-taxis fleurissent à Paris depuis 4 ans maintenant. Guerre de territoire entre Bulgares, Français et Roumains. Jeu du chat et de la souris avec la police. Réglementation imprécise. Tension avec les taxis à Paris. Le business des vélos-taxis ne tourne pas rond. Un business plutôt fleurissant. Le reportage de l'un de nos confrères de l'AFP. Au pied de la Tour Eiffel, ils sont partout. Ces vélos-taxis voleraient presque la vedette à la Dame de Fer. On aime se balader doucement. Comme ça, on peut mieux voir les paysages et tout ce que Paris a à offrir. Katia Dobreva est arrivée à Paris il y a 3 ans pour se lancer dans ce business florissant. Cette Bulgare de 49 ans passe 10 heures par jour derrière le guidon de son tricycle pour promener les touristes dans la capitale. Les bons jours, elle peut gagner jusqu'à 100 €. Katia affirme être en règle et disposer d'un statut d'auto-entrepreneur. Mais tout n'est pas si simple. La police nous arrête tout le temps. Ils nous disent que c'est interdit de s'arrêter dans les rues ou sur les trottoirs. Partout, c'est interdit de s'arrêter. Les vélos doivent en permanence rouler et prendre des touristes toute la journée. Mais ce n'est pas possible de rouler toute la journée pendant 10 heures. C'est juste pas possible, c'est très dur. Une interdiction de stationner que bravent donc la plupart des vélos-taxis.
au risque d'une amende de 135 €. Cette agence française de location de vélo-taxi s'est installée à Paris en 2008. Pour eux, en plus des amendes et d'une législation floue, ces dernières années, c'est le problème de la concurrence déloyale qui a augmenté. Une concurrence venue notamment d'Europe de l'Est. Il y a un problème de concurrence, donc justement les Roumains se sont installés tout autour de la Tour Eiffel, comme tous ces vendeurs à la sauvette, tous ceux qui font le jeu de la pièce, tout ça. Il y a moins de place déjà pour se garer, on a un accueil moins chaleureux qu'avant là-bas. C'est qu'il y a une certaine pression, rien de physique, mais une pression quand même importante pour nos pilotes qui veulent travailler à la Tour Eiffel. Une pression qui pousse les différents clans de vélo-taxi à ne pas trop se mélanger. Globalement, aux Bulgares, la Concorde et le haut des Champs-Élysées, aux Français, Notre-Dame et aux Roumains, la Tour Eiffel. Juste Notre-Dame. C'est interdit là-bas parce que c'est un plaza français. C'est interdit pour Roumanie, rester là-bas. De son côté, la mairie affirme être consciente de ces tensions. Favorable à l'encadrement de cette activité, elle se dit pourtant bien impuissante pour la réguler. Ça rentre pleinement dans le plan de mobilité des Parisiens, mais aussi des visiteurs, de favoriser les mobilités douces. Mais ça ne peut pas se faire sous le règne de la loi de la jungle ou du chaos ou de l'anarchie. Comme les taxis, comme les VTC, comme tous ceux qui transportent aujourd'hui des voyageurs, il doit y avoir un certain nombre de règles. La mairie a sollicité l'État et la préfecture de police pour tenter de mettre de l'ordre dans cette activité en plein boom. Sans effet pour l'instant. Le créneau des vélos-taxis reste donc en roue libre pour le moment. Sachez que le président américain Donald Trump a promulgué aujourd'hui, malgré ses réserves, les nouvelles sanctions économiques contre la Russie adoptées par le Congrès pour punir Moscou de l'ingérence dans l'élection présidentielle américaine. Ces sanctions, qui font également suite à l'annexion de la Crimée et aux ingérences russes en Ukraine, frappent notamment le secteur énergétique russe. Elles ont entraîné des critiques dans l'Union européenne qui craint pour son approvisionnement en gaz et dénonce une action unilatérale. Le texte sanctionne aussi l'Iran et la Corée du Nord. Faisons un voyage dans le temps, 27 ans en arrière, en 1990, le 2 août pour être plus précis. L'Irak envahit le Koweït. L'attention du président irakien Saddam Hussein se tourne vers le Koweït qui refuse d'effacer la dette contractée par l'Irak et nuit aux intérêts de son voisin sur les marchés pétroliers. L'Irak procède à son annexion. Je m'arrête là et laisse Thomas Gessambi vous raconter l'histoire. 2 août 1990, Saddam Hussein envahit le Koweït, prélude à la guerre du Golfe. 2 ans après la fin de la guerre qu'il a opposée à l'Iran, l'Irak envahit le Koweït et procède à son annexion. Cette intervention sera immédiatement dénoncée par l'Organisation des Nations Unies, l'ONU, qui exigera le retrait des troupes irakiennes. La guerre entre l'Irak et l'Iran 1980-1988 a fait des centaines de milliers de morts et laissé l'économie des deux pays dans un état lamentable. Les combats terminés, l'attention du président irakien Saddam Hussein se tourne vers le Koweït qui refuse d'effacer la dette par l'Irak et nuit aux intérêts de son voisin sur les marchés pétroliers. De plus, un vieux contentieux territorial subsiste entre les deux pays depuis que le Koweït a obtenu son indépendance en 1961. Des tentatives de médiation échouent et l'armée irakienne passe à l'attaque le 2 août 1990. L'effondrement de la résistance koweïtienne incite l'émir Cheikh Jaber à quitter le pays avec son entourage et à se réfugier en Arabie Saoudite. L'ONU réclame immédiatement le retrait des troupes irakiennes, mais Hussein proclame officiellement l'annexion du Koweït qui devient la 19e province de l'Irak. Elle sera dirigée par le colonel Ala Hussein Ali. Un embargo commercial et militaire sera décrété en novembre. L'ONU adoptera une résolution prévoyant le recours à la force contre l'agresseur. Depuis des mois, Saddam Hussein, le maître de Bagdad, menace cet émirat en raison des richesses pétrolières et de sa façade sur le golfe Persique. Le Koweït, protectorat britannique en 1899, a obtenu son indépendance en 1961, mais l'Irak n'a pas reconnu ses frontières. L'invasion est immédiatement condamnée par l'ONU et entraîne l'intervention d'une force multinationale à prédominance américaine. La coalition réunit 28 pays et 605 000 soldats, dont une moitié d'Américains, et dispose d'armes de dernier cri. Face à une armée irakienne de 540 000 hommes, mal commandée et sans motivation.
Opération Tempête du désert. Le 17 janvier 1991, à 3 h du matin, commencent des bombardements aériens sur l'Irak. 85 000 tonnes de bombes sont déversées sur le pays pendant 42 jours. Du jamais vu. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et surtout portez-vous bien.